Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro d'épisode suivant. Je suis ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire, votre émission sur l'actu des plateformes de streaming et des séries qui sortent dessus. Et on va s'intéresser aujourd'hui à une tendance de plus en plus marquée dans ce monde des séries. Si vous en regardez beaucoup, vous avez peut-être remarqué que les séries sont de plus en plus courtes, que les saisons durent de moins en moins longtemps, de moins en moins d'épisodes. Avant, je sais pas, vous vous souvenez, il y a 10 ou 15 ans, on avait des séries de 20 épisodes quasiment en permanence, c'est presque interminable. Aujourd'hui, c'est plutôt moins de 10. Et c'est une tendance qui est vraiment, c'est pas juste un épiphénomène. Vous allez voir, on va vous expliquer tout ça. Et on va vous donner même un exemple de ce raccourcissement, puisqu'on va vous parler de la série Disney+, sur Karl Lagerfeld, qui sort en ce moment sur la plateforme. Et voilà, c'est un bon exemple, puisqu'elle ne compte que 6 épisodes. Donc vous aurez vite regardé cette série. Et on vous dira surtout, c'est important, ce qu'on en a pensé en fin d'émission. Mais c'est qui on? Parce que je dis on depuis tout à l'heure. Eh ben on, c'est deux invités. Et d'abord, une nouvelle tête dans l'émission, c'est Luby. Salut Luby. Bonjour. Luby, bienvenue dans l'épisode suivant. Merci d'être là pour cette grande première. Ravi. Tu tiens, toi, le blog qui s'appelle Luby en série, où tu décortiques l'actu des séries tous les jours, quasiment. Tu postes sur ce que tu as vu, des interviews d'acteurs, de réalisateurs, de scénaristes, tout ça. Tu connais le monde des séries par cœur. Oui, tout vu. J'ai tout vu, peut-être pas, mais au moins depuis 2006, j'en ai vu pas mal. Ça fait effectivement un sacré paquet de séries. Tu es donc bien placé pour savoir que les séries ont raccourci. Oui, alors ça, c'est un phénomène que j'ai vu à travers les années, on va dire. Et on va en parler dans pas longtemps. Juste avant ça, qui est le deuxième invité? C'est Florian Kess. Salut Florian. Oui, un habitué. Un habitué de l'émission, lui, pour le coup, ce n'est pas sa première, il connaît bien le plateau. Florian, on va quand même rappeler, journaliste spécialiste des séries, notamment pour le site et le magazine Tétu. Exactement, c'est ça. Sans plus attendre, je vous propose qu'on passe donc à notre débat de la semaine. Alors, on aurait pu appeler l'émission Chérie, j'ai rétréci les séries. Aujourd'hui, si vous tombez sur une saison de plus de 10 épisodes sur une plateforme de streaming, vous êtes tombé sur une perle rare. Ne la lâchez pas, puisqu'il n'y en a plus beaucoup. Et même la télévision aujourd'hui raccourcit de plus en plus ses saisons. Je vais vous donner quelques chiffres pour contextualiser un peu le débat pour nos auditeurs et nos spectateurs. Aux États-Unis, entre 2018 et 2023, le nombre moyen d'épisodes par saison est passé de 15 à 10 pour les séries des chaînes de télévision. Donc là, on parle des networks, les chaînes type CBS, NBC, etc., les Grey's Anatomy, les anciennement Doctor House, etc. Toutes ces séries télé qui faisaient plus de 20 épisodes, aujourd'hui, c'est un peu réduit. Et même sur les plateformes de streaming, parce que c'est elles qui ont un peu réduit ça, on est passé de 11 à 9 environ aujourd'hui. Ça veut dire que même les plateformes de streaming, finalement, se disent que 10, c'est déjà beaucoup pour les spectateurs que nous sommes. Peut-être on va défricher ça d'un point de vue historique. Comment est-ce qu'on est passé, comme ça, ce que j'ai de 20 épisodes, qui était un peu la norme pendant très longtemps, à 10 aujourd'hui? C'est quand même divisé par 2, en l'espace de 15 ans? Déjà, je pense que tu l'as souligné, c'est le streaming en fait. C'est l'arrivée du streaming, je pense, qui a instauré un nouveau modèle. Déjà, une façon de consommer les séries, c'est-à-dire qu'il y a eu le binge-watching. Donc vraiment, regarder 22 épisodes, ça serait indigeste. Donc c'est pour ça que je pense qu'ils ont réduit. Au début, c'était 13 épisodes avec Orange is the New Black, House of Cards. Et après, ça a commencé encore un peu plus à se réduire au fil des années du côté de Netflix. C'est eux qui ont mis en place en fait, ce nouveau système-là. Mais je pense qu'il y a aussi l'aspect à prendre en compte, c'est l'ambition. Donc, comme les séries, il y a de plus en plus d'ambition en termes à tous les niveaux, en termes de photographie, de réalisation, d'acting, de décor, tout ça. Donc ça nécessite un budget, mais c'est un budget qui après est pas tenable sur une vingtaine d'épisodes. Donc forcément, la production sera un peu plus réduite. Et c'est ce qui fait qu'on se retrouve avec des séries 8 épisodes, 6, 4, et après ça va être quoi? On va juste se retrouver avec des trucs en deux parties, des téléfilms. Des téléfilms, des bons vieux feuilletons. C'est pas possible. Mais c'est effectivement intéressant ce que dit Florent sur l'ambition. Peut-être Game of Thrones sur 20 épisodes, c'est pas possible, ça n'aura jamais existé. C'est compliqué de tenir. Mais en fait, comme dit Florian, c'est vraiment, on a privilégié la qualité à la quantité. Pour aussi des coûts de production, c'est plus il y a d'épisodes, plus c'est cher à produire. Et puis vraiment, c'est Netflix qui a imposé un modèle, en 2007, quand ils sont arrivés, ils ont dit nous c'est comme ça, et ils ont imposé leur modèle. Et au final, les networks ont se sont un peu habitués, parce que maintenant on a plus des saisons de 13 épisodes, et on a ce qu'on appelle le mid-season, et après on va avoir une autre série qui va nous proposer un univers différent. Au lieu de nous proposer plusieurs séries qui tiennent toute l'année, qui vont de septembre à peu près mai, sur quelques semaines, après il y a des pauses, etc. Ils nous proposent 2 séries finalement à la place. C'est ça un peu la stratégie des chaînes aujourd'hui? C'est ça, c'est ça aussi. Mais le truc qui est assez paradoxal, je trouve, c'est que les plateformes de streaming
essayent en même temps, même s'ils ont instauré leur nouveau modèle, elles copient un petit peu certaines formes, en fait, de formats, de séries qu'on trouvait sur les networks. Netflix, on en parlait un petit peu avant, mais c'était par exemple la série Ginny and Georgia, qui est sur Netflix, qui a un côté très soap, c'est très feuilletonnant. Ça aurait pu avoir sa place sur ABC, je trouve, dans les années 2000. Et donc c'est les mêmes thématiques. Visuellement c'est pareil, c'est juste que ça paraît un petit peu plus joli parce qu'il y a plus de budget forcément derrière. Et pour autant on retrouve ça sur Netflix, mais avec seulement 12 ou 13 épisodes par saison. Donc on va dire que il y a du bon dans ça, parce qu'évidemment donc la production c'est plus léché, mais derrière je trouve là où on perd, c'est au niveau de l'investissement. C'est-à-dire qu'en tant que spectateur on n'a pas forcément le temps ni l'envie ni la possibilité, en fait, tout simplement, de pouvoir s'attacher à des personnages, parce que, avec une saison qui sort sur un week-end, ok, on va la regarder, c'est très bien, on va être content, on n'aura pas d'attente, c'est satisfaisant. Mais après ça, la discussion s'essouffle, on pense moins aux personnages. Alors quand on les suivait sur 9 mois, quand même, parce qu'une série classique de 22 épisodes, ça commence en septembre, on finit au mois de mai. Donc même s'il y a des pauses, en fait, on les pas suit. sûr qu'on se serait autant attaché aux Friends s'ils avaient été sur 9 épisodes, quoi. Exactement. Clairement que ça Puis, doit jouer. d'ailleurs, il y a un vrai problème. D'ailleurs, Netflix réfléchit. J'ai lu plusieurs articles américains qui disent que Netflix réfléchit à revenir au modèle de un épisode par semaine ou 2 épisodes par semaine. Parce qu'en fait, ils ont un vrai problème, comme le soulignait Florian. C'est-à-dire qu'en un week-end, on a regardé une série. Eux, ça leur coûte très cher de faire la série. Et en fait, on passe à la série suivante. Tout de suite, potentiellement sur une autre plateforme par ailleurs. Voilà, potentiellement. Donc, ils ont trouvé un petit alternative qui est la diffusion en 2 parties. Ils le font pour Bridgerton saison 3, pour plein de saisons. Ce qui est aussi un petit côté frustrant, mais eux, ça leur permet de garder des téléspectateurs et un abonnement d'1 mois supplémentaire. Voilà, c'est aussi des stratégies. Et même, ils ont commandé quand même un pilote cette année, qui s'appelle Little Sky. Avec l'actrice Samara Weaving. Et en fait, tout le monde s'est dit « Ah, mais Netflix revient au pilote traditionnel ». Alors, ils font un test, d'après eux, donc à voir. Mais comme quoi, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, donc dans la télé traditionnelle. Effectivement, alors justement, parlant de vieilles recettes, cette vieille recette des séries longues de plus de 20 épisodes, ça s'est quand même accéléré nettement, puisque en 2018, il y avait aux États-Unis une série de fiction sur 5 qui contenait 20 épisodes ou plus, donc 20%. Aujourd'hui, c'est moins de 5%. C'est un format en voie de disparition, les plus de 20 épisodes. Totalement, et puis surtout, c'est le même type de série qu'on va retrouver avec ce format, c'est-à-dire des formats procéduriers, c'est-à-dire les séries dans le milieu juridique, ou dans le milieu médical, ou dans le milieu policier, donc toujours avec un cas par épisode. En fait, c'est une formule qui a marché au fil des années et qui, pour l'instant, n'a pas l'air de trop s'essouffler. Et sinon, ça va être la sitcom. Voilà, c'est ces 2 seuls formats qu'on va trouver. Les séries qu'on pouvait avoir dans les années 2000, moi je pensais à Desperate Housewives, c'est celle que j'aime bien citer, parce que à la fois elle avait ce format un petit peu feuilletonnant, et en même temps on sortait, c'était pas non plus procédurier, vraiment chaque épisode on savait pas où est-ce qu'elle allait nous amener, donc ça c'était intéressant. Il y avait vraiment la culture aussi du cliffhanger, du twist, pour nous maintenir toujours éveillés. Et Desperate, on a remarqué en fait ces derniers temps qu'elle revenait sur Twitter. Les gens la regardaient ou la redécouvraient, des générations plus jeunes par exemple, sur Disney+, vu qu'il y a l'intégrale. Ils la redécouvrent et ça les suit pendant des mois. Donc ça prouve qu'il y a quand même, je pense, une demande, en fait, une envie de s'investir dans des séries qui s'étendent sur le temps. Investissement qu'on trouve dans la télé finalement aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on a sur Top Chef, sur Koh-Lanta, etc., qui durent, alors pas 9 mois, mais qui durent en général 4 ou 5 mois. Et il y a le concept de rendez-vous en fait aussi, tout simplement, où c'est chaque semaine, il y a un petit côté... un petit côté routinier, et aussi en même temps ça peut être une forme un petit peu de tradition qu'on peut aussi établir avec ses proches, etc. Et ça on le perd justement avec le streaming. Et puis après il y a des séries qui s'y prêtent, par exemple This Is Us, je trouve en binge-watching, il faut sortir les mouchoirs en permanence, alors que ça se savoure vraiment de semaine en semaine. Je crois qu'il y avait vraiment une attente. Et après, moi, j'ai envie de dire que tant que NCIS, Grey's Anatomy ou New York Unité Spéciale sont en vie, les séries de 20-24 épisodes dureront, j'ai envie de dire. Mais après, c'est un rythme, je pense que c'est le rythme de la télé, sera toujours différent du streaming. Et puis, tant que les networks existent, ils auront un mode de fonctionnement qui sera forcément différent, parce que ne programment pas que de la série, a priori. Oui, il y a d'autres choses, c'est sûr. Il faut qu'ils assurent quand même, l'art de la télé, c'est quand même assurer un flux télévisuel constant, allant de toutes sortes de variétés. Et donc, après, ça s'adapte vraiment à des formats style sitcom. C'est vrai que c'est assez pertinent. Là, la dernière saison d'Abbott Elementary, il n'y a que 13 épisodes à cause de la grève. Moi, je me dis, c'est dommage, quoi. Ouais, on le ressent. On le ressent et tout. Et non, mais après, c'est vrai que
c'est différent, quoi. Mais est-ce Mais que ça veut dire, parce que je pose une question un peu triste, que moi c'est la question que je me suis posée dans tout ça, et même le constat, est-ce que ça veut dire qu'en tant que spectateur, on n'est plus capable de regarder des séries, des saisons longues? Est-ce que ça veut dire on est dans une époque, parce que c'est l'époque aussi qui veut peut-être ça, que aujourd'hui, 24 épisodes, c'est trop long. Les gens lâchent, parce que c'est l'époque de l'instantanéité peut-être? Ouais, je me dis qu'il y a un petit peu de ça. Il y a aussi le côté avec les modes passent vite, les tendances passent vite, et on a vite envie de passer à autre chose, quoi. Et j'ai l'impression qu'il y a un petit peu ça. Mais et en même temps, j'ai l'impression des fois on voit aussi un contre-courant en fait qui est en train de se mettre en place. Certains veulent justement trouver du réconfort en regardant les séries parce qu'à la base c'est aussi pour ça qu'on les regarde, quoi. C'est une échappatoire. Oui, on en Et parlait dans l'épisode sur Friends notamment, que ça reste Friends, une c'est espèce l'exemple parfait. Voilà. doux qui nous permet, qui est long, etc., qui a des saisons qui durent beaucoup. Et donc on s'habitue au personnage. Et d'ailleurs, pendant le confinement, Friends a connu des pics d'audience Ouais. de dingue parce que justement, c'est une longue série. On avait envie de passer le confinement avec. Moi, personnellement, j'ai regardé Friends en VO sur TFX. Donc, Wow. après le travail, je me disais, ah, c'est l'heure de Friends. Et c'était des boucs en plus. Et en fait, je regardais quand même. Donc, c'était un peu doudou. Mais après, c'est vrai que le streaming nous a un peu imposé un modèle qu'au final, on a tous un peu suivi. Et moi, je me dis, en fait, j'ai lu une étude qu'on avait que 8 secondes d'attention. Donc, je me dis, en fait, qu'ils répondent aussi à... Oui, quelque part, ça répond aussi à cette espèce d'époque TikTok. Voilà, On avait c'est fait ça. une émission aussi dans l'épisode suivant là-dessus, sur le fait que maintenant les gens consomment même des séries sur TikTok Ouais. par petits bouts, petites tranches de 1 minute, 30 secondes parfois. Ils en regardent 150 à la suite et ça fait une saison complète. Mais d'ailleurs, le principal concurrent de Netflix, c'est TikTok. C'est pas Amazon, c'est pas Paramount, n'arrêtent pas de le dire, c'est d'ailleurs. Disney. C'est Donc, YouTube et TikTok les principaux donc concurrents. voilà, après... Je disais, du coup, ces séries de 22 épisodes sont un peu en train de disparaître, de 20 à 24. La norme, elle est plutôt autour de 8 à 12. Aujourd'hui, on va dire, c'est ça que les plateformes de streaming ont fixé. Mais c'est même une norme qui est en train de fléchir un peu. On l'a un peu esquissé. Je vais donner des exemples. Il y a eu Griselda sur Netflix qui faisait 6 épisodes au début de l'année. Echo, la dernière série Marvel aussi, qui ne faisait que 6 épisodes. En France, même là, on peut donner un exemple très récent sur M6+, série du lancement de la plateforme, Les Espions de la Terreur. 4 épisodes. 4 épisodes, c'est encore une série, ça, ou pas? Une mini-série? C'est mais littéralement une série qui est Une mini. mini-série avant. C'est vraiment Avant, mini. une mini-série, c'était une série de 10 épisodes, quoi. Ou une série anglaise. En 4 Oui, épisodes, c'est vrai. c'est une série britannique. Oui, Ouais, il y a un c'est peu vrai, de ça, c'est à la vrai. Sherlock, quoi. Mais Voilà, c'est ça. Mais je pense que tout va dépendre en fait de la construction après la série en elle-même au niveau de la narration. Est-ce qu'elle est construite pour pouvoir perdurer s'il y a éventuellement une suite? ouais. Surtout ça. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, déjà, il y a beaucoup de mini-séries, c'est-à-dire qui sont conçues pour ne pas durer. Et t'en as d'autres qui, on voit clairement que c'est des paris pour qu'il y ait éventuellement une suite. Et en même temps, c'est des paris sur lesquels on mise pas trop. Parce que derrière, le marketing va pas suivre. Parce que, voilà, il n'y a pas des contrats qui sont signés sur plusieurs saisons. Enfin, c'est assez compliqué aujourd'hui de... Je comprends quand j'entends certains qui disent qu'ils n'ont pas envie de s'investir dans une nouvelle série qui vient d'arriver sur une plateforme de streaming parce qu'en fait, son futur est totalement incertain. Oui. Moi, C'est vrai vraiment, que- je vais m'investir dans une série qui est brandée comme une mini-série où on sait que c'est une histoire contenue. Là, il n'y a pas de souci, je vais la regarder. Mais par exemple, la dernière, c'était Dead Boy Detective, je crois, sur Netflix. 8 Oui. épisodes. Le concept, je me suis dit, ok, pourquoi pas. Ça avait l'air beau, c'est léché. Pas tenu au-delà du premier. Moi, je vais pas Bah, mentir. j'ai vu le premier, je me suis dit pourquoi pas, je suis un peu curieux de voir la suite et en même temps je me dis si c'est pour regarder une saison et que les créateurs ont des plans sur plusieurs et pour autant Netflix soit pas vraiment dans le projet, est-ce que c'est vraiment intéressant de moi d'y Oui, investir donc il mon y a temps une quoi. espèce aussi peut-être de sécurité à produire des 6 épisodes où au moins on se dit que ça coûte pas trop cher et si les C'est gens ça. aiment, bah allez, pourquoi Et puis, pas. Bah, c'est ça toujours, crée l'événement. Et après, on se retrouve aussi dans des situations cocasses. Je me rappelle de Broadchurch à l'époque, qui était conçu comme une mini-série avec c'était David Tennant, Tennant, hein, et Olivia Colman, que maintenant on ne cite plus tellement ils sont connus. Et au final, il y a eu un tel engouement qu'ils ont fait une saison 2 qui était plutôt réussie, franchement, et ils ont même fait une saison 3. Mais c'est le public qui a un peu imposé les choses. Ça, je trouve que c'est des beaux exemples. Justement, est-ce qu'il n'y a peut-être pas un impératif de renouvellement aussi? Maintenant, on le disait, les gens ont besoin très vite, parce que c'est l'époque aussi qui veut ça, de passer à autre chose. On regarde une série, puis très vite, on se dit, bon, maintenant, qu'est-ce que je regarde? Le fait de faire des séries plus courtes, ça offre aussi une possibilité aux plateformes, aux chaînes de télé, d'ailleurs, peu importe, de dire, bah regardez, on vous sort ça ce mois-ci, puis dans 2 semaines, vous aurez ça. C'est un peu les fameux agendas de Netflix qu'on reçoit tous au début du mois. On va dire, bah regardez, ce mois-ci, tout ce qui arrive, et vous aurez le temps de regarder tout ça, parce que tout ça, finalement, est court, quoi. Mais il y en a trop peu au final qui marquent les esprits, on le voit quoi. Enfin, en termes de discussion, ce que ça génère. La dernière, c'était un petit peu Mon Petit Reine. Ouais. J'ai l'impression qu'il était plutôt un hit que je pense Netflix eux-mêmes N'avait n'ont pas vu prévu. venir.
Tout simplement, mais c'est parce qu'il y avait aussi une vraie proposition en fait, à la fois créative sur l'esthétique, sur le propos, ce que ça veut dire en fait d'un phénomène sociétal qui sont les violences sexuelles, mais d'un point de vue masculin. Donc il y avait quelque chose de novateur. Mais après, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de séries, on est d'accord, mais c'est aussi beaucoup de séries qui reprennent des formules qui ont déjà, comment dire, fait leurs preuves. Et donc des fois, après, ça va dépendre est-ce que le casting est au niveau, est-ce que la production elle est ok, est-ce que les décors sont. Mais au final, en soi, c'est des formules qu'on répète, qu'on répète, qu'on répète. Donc est-ce que oui, plus d'offres et en même temps, dans le fond, pas tellement. Après, l'effet nouveauté, c'est vrai que c'est certain au niveau du marketing et tout ça, c'est plus évident pour un diffuseur de faire de la communication sur une nouveauté que sur la énième saison d'une série. Après, il y a des exemples qui marchent. Je pense que HPI arrive toujours à créer l'événement. Moi, je peux vous assurer que la saison 5 de Stranger Things, ça va être un hit. Et pourtant, c'est la saison 5. Mais voilà. Et après, il y a aussi, par exemple, Arte qui a pris un parti pris. Ils arrêtent maintenant les saisons 2. Ils ne veulent plus faire de saison 2. Ils en ont fait. Ils ont fait Mytho, ils ont fait Maroni au service de la France. Et ils disent que leur modèle, maintenant, c'est une saison. Après, je trouve que du point de vue sériephile, c'est un peu frustrant. Mais après, je comprends aussi leur modèle économique. Petite chaîne, donc au moins ils font 6 épisodes souvent. Donc. Bon, on va dire que nous, à l'épisode suivant, c'est le 35e épisode de la saison. C'est même plus une anomalie à ce niveau-là. On est quasiment des anciens, des ancêtres par rapport au rythme des séries aujourd'hui. Si vous avez tenu jusque-là dans ce 35e épisode, restez encore puisqu'on a pas mal de choses à vous raconter. On va passer aux séries de la semaine maintenant. Et on va commencer du coup avec une série qu'on a vue tous les trois. J'en parlais un petit peu en intro, série qui illustre notre propos du débat, à savoir que c'est une série courte, seulement 6 épisodes, qui a priori n'a pas vocation à avoir de saison 2. Cette série, c'est Becoming Karl Lagerfeld. Tout est dans le nom. Pour ceux qui ne sont pas très anglophiles, c'est un peu l'ascension de Karl Lagerfeld, on pourrait le traduire comme ça. Comment Karl est devenu Lagerfeld, ça fallait la traduire peut-être. Tout à fait. Donc ça sort le 7 juin sur Disney+. Et ça nous raconte donc l'ascension du styliste allemand dans les années 70. À l'époque, il n'a pas les cheveux blancs, il n'a pas ses lunettes de soleil en permanence, il n'est pas habillé tout le temps en noir, il n'a pas de gants. Qu'avez-vous pensé tous les deux de cette série ? Moi, j'ai trouvé que c'était une série fabuleuse. C'est bien écrit, c'est bien réalisé. Il y a un jeu d'acteurs. Mais Daniel Brühl, je pense que c'était un casting parfait. Il a un français quand même remarquable. C'est un point important qu'on va peut-être dire, c'est que la série est en français. Le personnage est allemand, mais ça se passe entièrement à Paris. Et Daniel Brühl est un acteur allemand. Autrichien, je ne sais plus. Allemand. Et il parle en français. Alors avec un accent très marqué, ce qui donne moi j'ai trouvé un réalisme assez bienvenu à la série. Mais il a travaillé son accent, je crois, parce qu'il parle encore mieux français dans la vraie vie. Ah oui. Et il a travaillé cet accent parce qu'il disait que Karl Lagerfeld avait un accent de Bavière, du coup. Enfin, moi je m'y connais pas trop en accent, mais qui est beaucoup plus marqué. J'ai fait espagnol LV2. Donc, oui, moi aussi j'ai fait espagnol LV2, donc voilà. Donc il est vraiment remarquable dans le rôle. Et puis alors, je pense qu'il y a une petite révélation, c'est quand même Théodore Pellerin qui joue Jacques de Bacher. Alors moi, personnellement, je fais partie des personnes qui ont connu la version cheveux blancs de Karl Lagerfeld, donc je ne connaissais pas Jacques de Bacher. Jacques de Bacher, c'est qui est un peu le compagnon, l'amant de Karl Lagerfeld à ses débuts. Et effectivement, la série tourne beaucoup autour d'eux, autour de cette relation qui est chaotique, on va dire. Oui, c'est peu de le dire, ouais. Voilà, c'est peu de le dire. Et du coup, c'est vrai que moi, je ne connaissais pas donc Jacques de Bacher, je ne connaissais pas le Karl Lagerfeld d'avant. Donc, pour moi, j'ai appris quelque chose. Je suis allée après vérifier sur Internet toutes les infos, regarder les anciennes photos. Et je trouve que c'est assez jouissif quand on a ce genre de série où on peut se renseigner pour voir comment c'était avant. Et puis, il y a un côté très pop dans les décors, les costumes. Franchement, moi, je trouve que c'est une réussite. Après, sur les 6 épisodes, peut-être que ça vers la fin, ça redescend un peu. Mais en tout cas, s'il y a une suite, je ne suis pas contre. Florian ? J'étais un peu moins conquis. Moi, ça reste une bonne série, c'est sûr. J'ai un peu plus de réserve sur le personnage en fait, de Karl, que je trouve peut-être pas assez au final. Enfin, il est intéressant, mais peut-être pas assez passionnant pour porter la série sur ses épaules. D'ailleurs, c'est pas lui pour moi qui la porte, c'est Théodore Pellerin. Tout à fait. Et le personnage de Jacques de Bacher, parce qu'en fait, c'est lui qui plus de place à l'écran. En fait, il est autant à l'écran, j'ai l'impression, que le personnage de Karl Lagerfeld, en fait. Et
Il est intéressant parce que j'ai l'impression qu'il est plus généreux aussi. Peut-être on va un peu plus creuser dans sa psychologie, alors que Karl Lagerfeld, on reste quand même toujours dans un truc très froid, très distancé, mais qui colle en fait à l'image déjà qu'on avait de lui en Oui, fait. qui est Donc, évidemment pas un personnage de série évident à mettre en non, scène. c'est ça, parce que même, je pense, si on fait des recherches sur lui, on va pas forcément trouver vraiment grand-chose sur comment il réfléchissait, etc. On connaît ses exploits, on sait ce qu'il a fait, on connaît son œuvre, mais vraiment après qui il était et comment il réfléchissait, là, c'est un peu moins évident et je trouve qu'on le ressent. C'est pour moi une petite faiblesse des fois par moment dans l'écriture qui m'a frustré. Par contre, d'un point de vue, bon, évidemment, comme je travaille pour Tétu, je l'ai vu aussi à travers le prisme queer, est-ce que ça montre en fait de la communauté queer à l'époque. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une série aussi où il n'y a pas d'homophobie, alors qu'on est dans la France des années 70, c'était pas encore dépénalisé. Et ça montre aussi un milieu privilégié, qu'en fait, si on avait quand même de l'argent et Ils se retrouvent certaines tous dans la même connexions, boîte de nuit en permanence, qu'on sent bien c'est qu'il est ça. très sélect. Il y a un côté vraiment microcosme Ouais. isolé et c'est assez fascinant à regarder, en fait, de montrer cette bulle totalement déconnectée de son époque, en fait, tout simplement, parce que On est dans l'aristocratie dans tous les cas. De c'est toute façon, ça. Karl Lagerfeld lui-même est issu d'une famille assez fortunée. Jacques de Bacher, Ah oui, très il y a la fortuné. particule qui est là. Il y a il y a aucun moment où ils ont des soucis des vrais gens, on va dire. C'est Quoi. ça. Donc c'était intéressant parce que ça mise davantage sur le côté relationnel en fait entre les personnages. Et pour la comparer un petit peu à The New Look qui était sur Apple TV+, qui s'intéressait à... Pourquoi j'ai oublié le nom du... À Christian Dior. Christian Dior, voilà, merci. Un petit monsieur de la haute couture. Ouais, voilà, vraiment artiste émergent. Donc Christian Dior, et pour le coup, celle-ci était beaucoup plus une série historique pour moi en fait. Et vraiment le côté Christian Dior et la mode, c'était plus au second plan. Voire troisième plan. Et alors que là, c'est justement l'inverse. J'ai l'impression quand même on est plus sur les relations et la mode, et après derrière le contexte politique est totalement un petit peu mis de côté. Et au final, bon, c'est les années 70, on le voit par l'esthétique. Mais ça dit pas grand-chose forcément de l'époque. Non, c'est très marqué. Moi, j'ai un petit regret supplémentaire. Je suis d'accord avec Florian. Je trouvais la série très bien faite. C'est une création française. On va préciser quand même que tout a été fait en France. C'est une création Disney+, mais totalement française. C'est osé de la part de Disney+. C'est assez osé. C'est assez osé quand même, encore une fois, d'avoir joué une série en français sur un personnage qui aurait pu facilement être mis en anglais pour avoir une portée mondiale, etc. Aux États-Unis, probablement que la série n'aura pas un écho fou à cause de ça, mais c'est un parti pris que moi je trouve intéressant. J'aurais aimé avoir un peu plus de mode dans cette série, parce que finalement, bon, Karl Lagerfeld, figure de la haute couture, on n'a pas tant que ça, je trouve, de moments où ça coud, où ça touche du tissu, où ça, on le voit dessiner des silhouettes, des modèles, etc. Mais moi, je suis ressorti de cette série en me disant, j'ai pas bien compris ce que c'était que le style Karl Lagerfeld. J'ai pas bien compris ce que c'était que sa vision de la mode. Ce qui n'empêche pas, encore une fois, que tout ça est très bien joué, que c'est une bonne série, encore une fois, de divertissement où on apprend des choses. Encore une fois, je pense que tous les trois, on ne connaissait que le vieux Karl Lagerfeld, comme beaucoup de gens finalement. Et beaucoup de gens, en regardant cette série, vous allez découvrir l'autre Karl Lagerfeld, celui d'avant, qui n'était peut-être pas aussi policé, qui s'est créé un personnage au fur et à mesure en se rendant compte que ça servait sa cause. C'est une série un peu politique, hein. On en parlait un peu avant de ce personnage qui a appris de ses erreurs, qui s'est endurci, qui a été rejeté, notamment par Pierre Berger, qui est le grand méchant de et qui est très bien interprété par Alex Lutz dans un rôle effectivement remarquable. Là. Voilà, il y a un super casting, il y a une super bande son aussi par ailleurs. Voilà, on est très années 70, très disco, etc. Les scènes de club, elles sont les scènes de club sont très bien filmées. Donc voilà, on vous conseille quand même globalement de jeter un œil à ce Becoming Karl Lagerfeld sur Disney+. Et on va terminer cette émission avec deux coups de cœur, les coups de cœur des invités, qui n'ont rien à voir avec Karl Lagerfeld. Allez, on va commencer avec Florian. Florian, tu nous recommandes Loot, c'est exactement, ça L2OT sur Apple TV+. Sur Apple TV+, Loot, c'est une comédie, un petit peu à l'ancienne, j'ai envie de dire, en termes de construction, et ça raconte l'histoire donc de Molly Wells, qui est l'épouse d'un milliardaire qui a fait sa fortune dans la tech, et qui le surprend, en fait, donc plein d'adultère. Elle veut le quitter, elle divorce, et elle part avec 87 milliards de dollars. Et la question, c'est qu'est-ce qu'elle va faire avec ça ? Bon, moi, j'ai plein d'idées, moi, je sais ce que je vais faire avec cet argent, mais elle, ce qu'elle décide de faire, d'abord, après, évidemment, quelques petits écarts, quelques petites folies, elle réalise qu'elle avait lancé en fait une œuvre de bienfaisance, une œuvre caritative, et elle décide de s'y intéresser davantage. Et c'est un petit peu la série en fait comment elle renoue en fait avec ce côté humain duquel elle s'était déconnectée au fil des années, en fait, de par sa richesse et voilà les sphères auxquelles elle appartenait. Et c'est Maya Rudolph, là qu'on voit là, qui est excellente, qui a émergé grâce au Saturday Night Live aux États-Unis, qui avait été incroyable dans Bridesmaids aussi, mes meilleurs amis en VF.
et qui, je pense, en termes de talent comique, aux US, je crois on est sur le haut du une des panier. actrices les plus douées de. Elle peut faire énormément de choses, quoi. C'est fou. Et là, elle le prouve encore une fois, où à la fois elle insulte de l'humanité dans le personnage, et en même temps, il y a toujours un petit côté décalé, un petit peu foufou, un peu absurde dans le personnage. Et le seul défaut que je le trouve à cette série, et ça va être en lien avec le débat qu'on a eu au début de l'épisode, c'est que les personnages secondaires sont un petit peu trop survolés, alors qu'il y a énormément de potentiel sur les thématiques qui pourraient être explorées. Malheureusement, c'est seulement 10 épisodes d'à peu près 25-30 minutes. Donc c'est un peu limitant, et si on avait 22 épisodes, là je pense qu'on pourrait atteindre une série qui aurait son potentiel au max. Sur des séries un peu humoristiques, c'est un peu plus facile aussi parfois de prolonger plutôt que ça drama. Il n'y a pas, j'imagine, un budget extraordinaire d'effets spéciaux. Mais quand même, on sent que visuellement, quand même, elle est très 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 quali. Et comme ça montre aussi quand même les sphères assez riches, il y a quand même aussi un budget qui est quand même mis en place pour que ce soit crédible, que ça fasse pas de cheap. D'accord. Et puis c'est Apple. Il y a 2 saisons, pour l'instant 2 saisons, la deuxième vient de finir, donc 10 épisodes chacune, et on espère une troisième. Et si Apple nous écoute, les gens d'Apple, people of Apple, écoutez-nous. Listen to Florian, and season 3, please. Et 22 épisodes. Allez. Et 22 épisodes. Allez, la totale. Donc, c'est donc à voir sur Apple TV+, ça s'appelle Loot, le coup de cœur de Florian. Ouais. Et on va terminer cette émission avec le coup de cœur de Luby. On en a un peu... presque spoilé tout à l'heure en mentionnant la série. Il a teasé. C'est le phénomène du moment, le phénomène Netflix que même Netflix n'a pas vu venir. Voilà. C'est Mon Petit Renne. Et c'est un phénomène anglais. Comme quoi, sur une plateforme américaine, est-ce que c'est pas les Anglais qui ont pris le renne, qui ont pris The Crown, la couronne? C'est bien vu. Bon, raconte-nous, du coup, pour ceux qui n'ont pas encore vu. Alors, c'est l'histoire de Denis. Denis, il rencontre Martha. Il est dans un bar. Il travaille dans un bar. Il rencontre Martha. Et Martha, elle va un peu changer sa vie parce que elle va commencer à être très, très intrusive dans sa vie. Et à partir de là, tout va... Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais en gros, parce qu'il ne faut pas spoiler. Il y a un épisode 4 qui est très important. Et en fait, donc, Denis, il est en même temps, il fait du stand-up et il travaille dans ce bar. Et il se retrouve avec Martha, par qui il a attiré, mais il sait très bien qu'elle a un comportement un peu étrange. Et au final... on a l'impression qu'on suit une histoire de harcèlement d'une femme envers un homme. Et en fait, tout va basculer. La narration va basculer à partir de cet épisode 4 qui est quand même assez d'une violence inouïe. Donc, il faut être un peu préparé. Il y a un petit warning avant. Et voilà, soyez préparés. Tout ça est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Et c'est ça qui est assez dingue. Et en plus, donc, c'est Richard Gad qui est l'auteur de cette série. C'est un comédien de stand-up. Il en a fait, cette histoire vraie, il en a fait un show de stand-up. Et là, c'est Netflix qui allait le chercher, qui lui a dit qu'est-ce que tu en penses pour en faire une série? Il a fait une série. Et en fait, donc il y a 2 personnages clés qui sont Martha et Damien. Et je ne dis pas qui est Damien, mais il y a quelque chose. Et en fait, c'est des personnages qui ont existé, mais qui ont un nom différent. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui ont cherché à enquêter pour savoir qui était la vraie Martha et le vrai Damien, au point que l'acteur a été obligé de dire sur les réseaux arrêtez de chercher. Ouais. Et la vraie Martha s'est quand même exprimée pour de vrai sur une émission britannique de Piers Morgan où elle a dit qu'elle allait attaquer Netflix et attaquer Richard Gad parce que soi-disant maintenant elle est harcelée. C'est marrant parce que l'harceleuse qui devient... voilà. Et il faut savoir qu'elle a envoyé au moins 41 000 mails à Richard Gad. C'est voilà, beaucoup d'appels, beaucoup de vocaux, beaucoup de... Donc, et c'est en fait, c'est assez fort cette série parce que au départ, vous pensez voir un truc de harcèlement, c'est bien écrit, c'est bien filmé, vous dites bon, ça va, c'est sympa. Et puis il y a cet épisode 4 qui vous bascule toute la narration et du coup, vous comprenez l'histoire prend un autre sens et je trouve que ça a été assez fascinant. Je trouve que du point de vue de l'écriture, c'est assez dingue. Et c'est un vrai phénomène. Et même si... Tu nous le vends très bien, en tout cas. Voilà. Tu nous vends très bien ce basculement. Voilà, on a tous envie. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, c'était peut-être le moment de vous décider de voir. Peut-être commencer par Mon Petit Renne et après Loot pour remonter. Oui, pour remonter. Voilà, vous serez un peu déprimé après Mon Petit Renne. Voilà, une bonne idée de double programme. Voilà. On est là pour ça, pour vous recommander des séries sympas à voir. Merci à tous les deux
pour vos recos, pour votre participation au débat. On se revoit très bientôt dans d'autres émissions. Bien sûr, il y en aura d'autres. Vous pouvez revoir en tout cas celle-là si vous l'avez raté une partie. C'est sur le site de Tech Co en replay, c'est en podcast, c'est sur YouTube, c'est partout sur Internet. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à la semaine prochaine.